Bonjour à toutes et à tous. Au nom du ministère de l'Énergie, de l'Aménagement du Territoire, du ministère de l'Économie et de Lux Innovation, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire d'information sur l'appel d'offres en vue d'obtenir une aide à l'investissement pour l'installation de centrales photovoltaïques visant l'autoconsommation. Cet appel d'offres est en cours depuis le 1er novembre. Il est ouvert jusqu'au 28 février 2023. C'est un nouveau dispositif qui se distingue et qui complète les autres appels d'offres sur les installations photovoltaïques, tandis que ces autres dispositifs existants offrent une subvention de fonctionnement par le biais d'une prime de marché. Là, on parle ici d'un appel à projet pour des projets destinés à l'autoconsommation avec une aide sur l'investissement. Donc, à l'initiative du ministère de l'Économie et du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire, avec le soutien de Lux Innovation, ce webinaire d'information est là pour vous est proposé pour répondre à toutes les questions pouvant se poser dans le cadre de cet appel à projet. Nous allons avoir aujourd'hui deux intervenants, Sophie Cléquer, qui fait partie de l'équipe des financements et aides d'État du ministère de l'Économie, ainsi que Claude Clémens, qui lui fait partie de l'équipe des projets des énergies renouvelables au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire. Alors, avant de passer la main à nos deux intervenants, deux petites précisions sur le déroulé et le fonctionnement de ce webinaire, qui devrait durer une petite heure, pour vous indiquer que ça va donc commencer par une présentation par nos deux intervenants, qui sera suivie d'une session de questions-réponses. Et je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions par écrit au fil de cette présentation en utilisant le bouton questions qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran et inscrire ces questions par écrit. Donc, les questions qui seront posées par écrit ne seront visibles que par celui qui la pose, celle ou celui qui la pose. Vous recevrez des réponses par écrit, on va s'efforcer de répondre au fil de la présentation. Et les questions d'intérêt général seront, je m'efforcerai de les reprendre lors de la session de questions-réponses pour pouvoir les adresser à nos deux intervenants et que tout le monde puisse profiter et de la question et de la réponse. Un autre point à vous indiquer, c'est que ce webinaire est enregistré et à l'issue du webinaire, tant l'enregistrement vidéo que les slides qui vont vous être présentés vont être mis à disposition sur le site de Lux Innovation sur un lien qu'on va vous indiquer également dans la partie chat de cet écran, qui vous permettra de réaccéder à l'enregistrement et naturellement d'accéder aux slides qui vous ont été présentés à tout moment à l'issue de la session de ce matin. Voilà pour les petites précisions techniques et je passe tout de suite la main à Claude Clémens, je crois, qui va commencer la présentation. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre appel d'offres. C'est le deuxième webinaire que nous tenons après la semaine passée où c'était une présentation générale sur les 3 appels d'offres qui sont maintenant en cours. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'appel d'offres que le ministère de l'Économie réalise ensemble avec notre ministère pour favoriser les centrales photovoltaïques à l'aide d'une aide à l'investissement. Donc, un petit ordre du jour qui est clair, je dirais. Voilà. Pour le contexte que vous connaissez tous, je dirais, on est dans une situation de crise multiple, je dirais. Et dans le cadre de l'accord dit tripartite, cet appel d'offres pour centrales photovoltaïques est une des mesures qui a été décidée. Il s'agit de favoriser l'autoconsommation auprès des entreprises pour que celles-ci peuvent, pour ainsi dire, sécuriser leur facture d'électricité. Et visées sont des centrales sur enveloppe extérieure de bâtiments ou en tant qu'ombrière. Pour les bâtiments, ça vaut aussi bien pour les toitures que pour les façades. Concernées sont toutes les personnes morales qui sont établies au Luxembourg. J'ouvre une parenthèse. Pendant le dernier webinaire, il a été dit que ceci ne serait pas une condition, ce qui est vrai pour les 2 autres appels d'offres, mais comme on se trouve sous différentes bases légales, pour cet appel d'offres, les entreprises doivent être établies au Luxembourg, c'est-à-dire avoir une succursale pour, oui,
qui est au Luxembourg. Les autres conditions que vous voyez ici ressortent aussi de la base légale du ministère de l'économie. Donc, une activité économique à titre principal et les autres conditions générales qui doivent être remplies. Sur ce point, les collègues peuvent vous dire un peu plus si besoin est. Le budget qui a été attribué à cet appel d'offres est de 30 millions d'euros. Et comme déjà dit, l'appel d'offres est en cours et les projets peuvent être soumis jusqu'au 28 février de l'année prochaine inclus. Ce qui est peut-être important à signaler, c'est qu'il s'agit bien d'une mise en concurrence. Donc, je dirais, l'aide à l'investissement est un outil classique, mais ici, elle est attribuée à l'aide d'une mise en concurrence. Donc, les entreprises sont en concurrence avec les projets soumis et l'attribution sera faite sur le prix. Donc, les moins, disons, seront attribués en priorité avec leur projet. Comme il y a plusieurs appels d'offres en cours, dont l'agri-PV n'est pas concerné ici parce que c'est sur terrain vague en zone verte, c'est important de souligner qu'un même projet ne peut pas être soumis simultanément dans l'un des deux appels d'offres, ou bien celui-ci, ou bien celui, je dirais, classique, parce qu'il en est à sa 5e édition, qui attribue une prime de marché. Il n'est pas non plus possible pour une centrale qui reçoit l'attribution dans cet appel d'offres pour une aide à l'investissement qu'elle demande par après aussi un contrat de prime de marché. Donc, voici, vous avez encore le lien pour accéder directement sur le site afférent sur le guichet.lu. On a mis une nouvelle fois le slide qui donne un peu un aperçu sur l'ensemble des 3 appels d'offres. Comme la présentation sera partagée, je ne m'attarde pas là-dessus. Et on passe aux modalités concrètes de l'appel d'offres. Donc, comme déjà dit, concernés sont les bâtiments et les ombrières. Pour les bâtiments, ceci veut dire l'enveloppe extérieure, donc toiture et façade. Les coûts admissibles, il y a tout, je dirais, ce qui peut être concerné par l'installation d'une centrale photovoltaïque. Aussi, la réalisation du raccordement, c'est une précision par rapport au cahier des charges qu'il faut donner. Ce n'était pas explicitement dans la première version, mais la réalisation du raccordement, donc transformateur aussi et génie civil, font partie des coûts admissibles. Le cahier des charges sera d'ailleurs mis à jour cette semaine encore, donc pour ceux qui ont déjà consulté, il faudrait se reconnecter encore une fois sur le site et télécharger la nouvelle version. Les installations éligibles, donc c'est des bâtiments et des ombrières. On différencie 3 lots différents selon la taille de l'installation, entre 30 et 200 kW crête, entre 200 et 500 et entre 500 kW crête et 5 MW kW crête. Le budget total, comme déjà dit, est de 30 millions d'euros. Il est réparti de façon égale sur les 3 lots, donc 10 millions d'euros par lot qui sont disponibles. Le délai de réalisation est de 18 mois. La première injection, respectivement la première consommation d'électricité, doit avoir lieu 18 mois après la date de l'attribution. Après l'attribution, il n'y a pas de garantie financière d'exécution à remettre. C'est une différence par rapport à l'appel d'offres classique.
Les demandes d'autorisation sont bien sûr à faire et il faut aussi bien sûr occuper du raccordement où nous conseillons vivement à tous les candidats de faire une démarche déjà pendant la période de candidature pour éviter de surprises. Donc, c'est une mise en concurrence. Les projets les moins de 10 ans seront attribués en premier. Donc, il faut faire un classement qui se fait par le montant en euros de l'aide de référence demandée. C'est exprimé en euros par kilowatt-crête de puissance. S'il y a égalité entre un ou plusieurs projets, le classement se fait par puissance croissante. Et s'il y a encore égalité, par un tirage au sort entre les dossiers ex-aequo. Les intensités maximales et les montants plafonds de l'aide, vous les voyez ici. Ils sont différenciés selon les 3 lots. Et ce qui est encore important de dire, comme on ne sait pas ce que ça va donner parce que c'est une première, s'il y a sous-souscription, il y aura une clause de compétitivité qui joue. Et dans chaque lot, un maximum de 40% du budget peut être octroyé à une seule entité économique unique. Oui, il s'agit d'une aide à l'investissement qui est attribuée. Donc, le paiement de l'aide aura lieu après les travaux et remise des factures. Et dans la décision d'attribution, les taux et montants maximaux seront mentionnés et ne peuvent donc pas être dépassés. Voici un exemple pour essayer d'illustrer le classement des offres et l'attribution. C'est des projets fictifs, bien sûr, très fictifs même par endroit. Donc, ceci est le cas de figure où il y a moins de 10 projets qui seront remis. Donc ici, on a 7 projets différents qui sont remis. Et je passe au slide suivant pour l'illustrer. Donc, vous le remarquez, on est dans le lot 3. De par la puissance, on est au-dessus de 500 kW. Donc, l'intensité maximale est de 50%. Donc, la dernière offre sera écartée parce qu'elle demande 60% d'intensité. Et l'avant-dernière offre ici sera aussi éliminée parce qu'elle est au-dessus du montant plafond de ce lot, qui est de 530 € par kilowatt-crête. Donc, il y a 5 offres qui peuvent être attribuées. Elles sont classées comme indiqué par montant de l'aide de référence demandée croissant. Ici, il y a une égalité, donc le projet avec la puissance la moins élevée est classé en premier. Et voilà, les 2 derniers sont classés normalement. Et donc, il y a une clause de compétitivité qui jouerait ici. Celle-ci dit que dans le cas de moins de 10 offres conformes remises, la dernière offre est éliminée. Donc, le projet marqué en rouge ne se verrait pas attribuer une aide à l'investissement. Dans le cas, nous l'espérons qu'il y aura au moins plus de 10 offres par lot. La clause de compétitivité joue aussi. Et alors, au moins 10% des projets soumis seront écartés. Et cela, les 10% sont calculés sur le nombre d'offres conformes remises. Et dans un cas parfait, donc où il y aurait des projets pour une valeur de plus de 10 millions d'euros par lot, c'est tout simplement les projets seront attribués jusqu'à ce que les 10 millions seront épuisés et ceux qui se classent au-dessus de cette limite seront écartés. Voilà, quelques mots sur l'autoconsommation, puisque c'est
la façon d'utiliser l'électricité produite qui est favorisée par cet appel d'offres. Bon, il faut dire qu'une très grande diversité de situations sont possibles. Pas toutes les entreprises ont les mêmes consommations. Celles-ci peuvent être minimes presque ou très élevées. Et pas toutes les entreprises ont des toitures d'envergure et donc de la place pour installer une centrale photovoltaïque. Et une autre possibilité, c'est par exemple des pots, je dirais, où on est en présence d'une très grande toiture, possiblement, mais en dessous de la toiture, il n'y a pas beaucoup de consommation d'électricité. Donc, pour essayer de viser quand même toutes les entreprises et toutes les constellations qui pourraient être possibles, l'appel d'offres tient compte de tous les choix, je dirais, qui sont possibles sous le régime de la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité, ce qui est en premier lieu l'autoconsommation simple, pour ainsi dire, l'autoconsommation collective, donc qui a lieu dans un bâtiment avec au moins deux différents acteurs qui sont impliqués. La consommation peut avoir lieu en tant que membre d'une communauté d'énergie renouvelable et aussi admissible la consommation qui se fait après conclusion d'un accord d'achat d'électricité renouvelable, un PPA, Power Purchase Agreement. Dans tous les cas, les excédents d'électricité peuvent être vendus sur le marché et dans tous les cas, il faut toujours être en conformité avec les dispositions de la loi électricité. Les avertis le savent, cette loi est amenée à changer et le ministère essaiera de communiquer aussi vite que possible sur d'éventuels changements qui impacteraient les 4 possibilités marquées ici et donc aussi possiblement l'appel d'offres. Voilà, donc ceci pour ma part et je passe la parole à Sophie. Merci Claude et bonjour à tout le monde aussi de ma part. Donc je vais parler un peu plus de la partie plus pratique du dépôt des offres, donc de la démarche MaGuichet. Le dépôt des offres et des annexes des documents nécessaires se fait exclusivement et intégralement via la plateforme MaGuichet. Donc il faut soumettre une demande par site d'implantation et par centrale. Et il est important à noter que les demandes doivent être soumises avant le début des travaux. Donc lors du dépôt de votre offre, il est important qu'aucun engagement contraignant n'ait été conclu avant cette date. Un autre critère, c'est une entreprise en difficulté n'est pas éligible. C'est-à-dire que les pertes accumulées ne peuvent pas dépasser le montant de la moitié du capital social de l'entreprise. Donc cette condition est importante pour les entreprises de toutes les tailles. Pourtant, pour des entreprises de grande taille, d'autres critères s'appliquent. Et en cas de questions ou de besoin de clarification, je vous invite à vous adresser à Lux Innovation, qui va aussi vous fournir un support pour la création de la démarche, ainsi que pour la préparation de votre dossier à se mettre dans le cadre de cet appel à projet. L'adresse mail à contacter est mise sur les slides qui seront partagés par la suite. Donc, n'hésitez pas en cas de question. Donc, tout se fait via la plateforme MyGuichet dans l'espace professionnel. Pour les personnes qui ne sont pas encore familiers avec la plateforme MyGuichet ou qui n'ont pas encore créé d'espace professionnel, il y a des tutoriels, soit sous forme PDF, soit sous forme vidéo, qui sont disponibles en ligne. Le lien est aussi mentionné sur le slide. Une fois dans votre espace professionnel de la plateforme MyGuichet, vous pouvez créer la démarche et la démarche qui est à utiliser ici, c'est la démarche MECO, demande d'aide en faveur d'entreprise. Donc, vous cliquez sur Créer et vous êtes guidé sur la plateforme à travers différentes étapes de la démarche. Ce slide-ci, il reprend la liste de toutes les étapes de la démarche
dont la plupart, surtout au début, sont plutôt d'ordre général comme la définition du déclarant, des informations sur l'entreprise requérante, un éventuel groupe dont elle fait partie, la taille, la situation financière. Il n'y a que certaines étapes qui sont vraiment spécifiques à cet appel d'offres et c'est ces étapes que je vais détailler un peu plus sur les slides à venir. Donc la première, c'est bien sûr le choix de l'aide, le choix du régime. Ici, c'est important de faire le bon choix afin de tomber dans l'appel d'offres et de ne pas vous retrouver avec une demande qui ne correspond pas à ce que vous voulez déposer. Donc sur le premier, vous voyez des imprimés écran ici qui représentent ce que vous verrez une fois dans la démarche. Vous choisissez le régime environnement, protection de l'environnement, abrévié ENV. Ensuite, parmi les types d'aides proposés, vous choisissez le type ESR, donc abrévié comme ENV ESR, pour des investissements en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Une fois cliqué là-dessus, il y a une question qui va s'afficher. Est-ce que votre demande d'aide fait l'objet de l'appel de projet photovoltaïque? Donc ici, vous cliquez sur oui et vous continuez dans la démarche pour déposer votre offre dans le cadre de cet appel à projet. Pour définir les coûts de votre projet, donc les coûts éligibles ont été présentés par Claude dans la partie 2 de cette présentation. Ici, vous introduisez tous les coûts sous la catégorie type de coût machine et équipement. Ensuite, il y a toutes les descriptions du coût, coût en euros hors TVA, que vous devez remplir. Avec les astérix, ce sont les informations nécessaires à informer. Par après, il y a la définition de l'aide que vous voulez solliciter. Donc, vous pouvez choisir l'intensité de l'aide en pourcentage, donc le taux de votre aide. Et la plateforme à guichet va calculer automatiquement le montant d'aide maximale qui correspond à l'intensité d'aide demandée. Et après, c'est à vous de faire le choix final pour le montant d'aide que vous voulez vraiment solliciter. Et de nouveau, la plateforme, elle calcule elle-même automatiquement l'aide de référence à partir de laquelle le classement est fait, suivant les critères mentionnés aussi dans la partie 2 de la présentation. Donc, c'est à vous de faire attention à ne pas dépasser les seuils, ni pour l'intensité maximale des différents lots, ni pour les montants d'aide, pour les montants plafonds de l'aide de référence. Pour votre information, j'ai remis les 2 tableaux avec les montants maximales en haut du slide. À la fin de la démarche, vous pouvez ou vous devez rajouter des annexes, des documents. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt d'ordre général, comme l'organigramme de l'entreprise requérante, les comptes annuels, aussi bien de l'entreprise requérante que des entreprises liées, ou les comptes consolidés du groupe dont elle fait partie, un relevé d'identité bancaire. Et puis, il y a quelques pièces à joindre qui sont plutôt spécifiques pour cet appel à projet. C'est premièrement le devis, une offre de prix, si bien sûr elle est déjà disponible dans votre entreprise. Et deuxièmement, le certificat de droit d'utilisation du site d'implantation où vous comptez installer votre installation PV. Ensuite, il y a les 4 fichiers annexés qui sont marqués en rouge dans ce tableau. Et pour ces 4 documents, il y a un modèle qui est fourni, un modèle Excel que vous devez remplir et annexer par la suite à votre démarche. Il s'agit ici d'un modèle pour les comptes annuels de l'entreprise requérante, de nouveau un compte annuel du groupe. Donc, vous devez les fournir sous format PDF, aussi bien que renseigner dans l'Excel dont le modèle est fourni, et aussi un modèle Excel à remplir concernant la taille de l'entreprise. Et dernièrement, plus spécifiquement de nouveau pour cet appel à projet, une description du projet. Comme j'ai dit, pour ces 4 fichiers Excel, il y a un modèle qui est fourni. Vous le trouvez sur le site d'information guichet.lu du régime, tout en bas dans la rubrique Services en ligne formulaire, juste en dessous du lien où vous pouvez accéder à la démarche, il y a un petit bouton où vous pouvez télécharger un fichier zip avec les 4 modèles Excel dedans, dans les 3 langues français, anglais, allemand,
suivant votre choix. Je vais entrer un peu plus en détail sur le dernier fichier Excel, qui est la description du projet. C'est un fichier Excel avec 2 sheets, 2 feuilles, dont le premier est plutôt d'ordre général sur le projet, où vous renseignez des informations spécifiques sur le projet, ainsi que sur les coûts. Vous voyez des cases blanches, jaunes foncé et jaune clair. Les cases blanches, vous ne devez rien faire, ce sont des cases qui sont automatiquement remplies par Excel. Par contre, pour les cases jaunes, c'est ces cases-là que vous devez remplacer ou avec vos informations. Pour les cases jaune foncé, vous devez entrer un texte libre. Pour les cases jaune clair, il y a une liste déroulante, un drop-down où vous pouvez choisir l'option qui est la plus appropriée pour vous. Après encore, dans cet Excel, vous avez quelques petits contrôles qui vous permettent de voir si votre demande correspond bien au bon lot et aussi si vous êtes dans les limites des taux d'aide et des montants plafonds acceptables, suivant le cahier des charges. Donc ça, c'est pour la première feuille à renseigner. La deuxième feuille de ce fichier Excel consiste dans un plan d'affaires simplifié. Donc là, il y a 3 parties à remplir. De nouveau, les cases jaune foncé, donc vous devez entrer un texte libre, des chiffres dans ce cas. C'est un plan d'affaires qui porte sur 15 ans, donc toute la durée d'amortissement de votre installation PV. La première partie sont des estimations des coûts d'électricité sur les 15 ans qui suivent l'installation de l'installation et la production autoconsommation que vous estimez avoir avec votre installation. Donc la deuxième partie, c'est plutôt pour les gens qui ont un excédent d'énergie produite dans leur centrale, donc ils veulent réinjecter une partie de l'énergie, de l'électricité dans le réseau. Donc eux aussi, ils vont estimer le prix d'électricité pour la vente sur une durée de 15 ans, ainsi que la quantité d'électricité qui va être réinjectée. Et dernièrement, la toute dernière ligne du tableau concerne les frais d'exploitation, donc les coûts de maintenance qui sont estimés par année sur une durée de 15 ans de nouveau pour l'installation. Avec ça, votre démarche est prête à être transmise et vous êtes bon pour être classé. Ici, encore en dernier lieu, nous avons regroupé quelques liens utiles. Je pense qu'ils sont aussi mis dans le chat de ce webinaire. Vous pouvez y accéder à tout moment, donc ce sont des liens d'information surtout. Et donc ça, c'est tout de mon côté aussi. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, on va passer aux questions-réponses. Et juste encore, dernière information, ici, il y a les 2 adresses mail que vous pouvez utiliser pour avoir des informations sur le régime et avoir du support. Donc, une fois au ministère de l'Économie et la deuxième chez Luxinnovation pour toute question de support. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Claude, pour votre intervention. Donc, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées au fil de l'eau. On va en reprendre quelques-unes. Certaines ont pu obtenir une réponse déjà. Il y a des questions notamment sur la possibilité de bénéficier d'une aide afin de faire une étude pour identifier le potentiel de l'énergie renouvelable. Peut-être pour Sophie, une étude préalable qui permettrait d'identifier le potentiel pour l'énergie renouvelable, donc une étude de productible. Oui, donc les études préliminaires sont tout à fait éligibles, mais pas dans le cadre de cet appel à projet. Donc, si vous comptez faire une étude préliminaire pour estimer le productible, vous pouvez faire une demande dans le cadre du programme Fit for Sustainability ou dans le cadre de l'article 14, donc pour les études environnementales. Et puis, par la suite, si jamais les résultats de cette étude sont satisfaisants pour vous, vous pouvez introduire une demande dans un prochain appel à projet, s'il y en aura. Merci, Sophie. Alors, une autre question, est-ce qu'il est possible de participer à cet appel d'offres
en tant que coopérative énergétique qui aurait une entreprise parmi ses membres? Oui, c'est possible parce qu'il faut être une personne morale pour pouvoir participer à cet appel d'offres et la loi électricité prévoit qu'une communauté d'énergie doit être une personne morale, donc c'est possible de participer ici. D'accord, donc c'est la question, la réponse indirecte, c'est effectivement les sociétés requérantes doivent être des personnes morales qui peuvent être membres d'une de ces coopératives et leur vendre l'énergie produite. C'est bien ça? Oui, juste qu'il y a une restriction au niveau de l'envergure de l'entreprise pour pouvoir être membre d'une communauté d'énergie renouvelable, c'est seulement ouvert aux PME. Les grandes entreprises sont exclues. Ok, merci Claude. Une autre question qui était assez récurrente aussi, celle-ci, c'est sur la possibilité d'introduire pour le même site plusieurs demandes. Par exemple, une demande pour 200 kW une fois, et puis une autre demande pour 400 kW sur le même site. Non, ceci n'est pas possible. Je vais juste me À ce sujet, je remémorer. renvoie aussi sur la page du guichet.lu, vous pouvez télécharger une liste Oui. des questions fréquentes. Celle-ci avait déjà été aussi adressée dans cette liste, donc le 1.4 qui précise effectivement la nécessité de soumettre une seule demande par site. Oui, donc l'exemple qui a été donné, je crois, c'était 2 bâtiments, je dirais, avec une possibilité de mettre 200 et 400 kW. Donc, si on remet dans cet appel d'offres, ça sera un site et donc 600 kW. Oui, c'est déjà détaillé dans la FAQ, la version qui est en ligne. Je me permets d'enchaîner avec une autre question qui va un peu dans le même sens. Si un site détient déjà une installation existante, cela n'a pas d'impact pour pouvoir participer à cet appel d'offres. Donc, si on a un bâtiment où il y a déjà une installation photovoltaïque dessus, on est ici éligible pour mettre une nouvelle installation à côté et participer avec cette installation à cet appel d'offres. Oui, c'est effectivement une question qui a été également formulée plusieurs fois. Donc, les installations existantes qui bénéficient déjà d'un tarif d'injection ou d'une prime marché qu'ils ont obtenu dans un appel à projet précédent, il n'est pas interdit que sur le même site, on installe une nouvelle installation et que celle-ci participe à cet appel à projet sur l'autoconsommation et l'aide sur l'investissement. Une question également concernant les offres qui ne seraient pas sélectionnées à l'issue de cet appel d'offres. Peuvent-elles être ensuite soumises à d'autres appels à projets, notamment on pense à celui pour le tarif d'injection, la prime d'achat, qui est la possibilité alternative. Donc, est-ce qu'un projet qui ne serait pas retenu sur cet appel à projet pourrait néanmoins être soumis à cet autre appel à projet? Oui, ça c'est possible. C'est aussi possible si on est en dessous de 500 kW et bon, ça dépend un peu de la forme de la personne morale. Mais si on n'est pas retenu ici, c'est aussi possible de demander par après un tarif garanti sous le règlement Grand Ducal qui régit la production d'électricité par les sources renouvelables. Et oui, si on n'est pas retenu ici, il serait aussi possible de soumettre dans l'autre appel d'offres si celui-ci est encore en cours. Donc, ça, c'est théoriquement le cas, mais ça peut un peu coincer avec les délais, je dirais, mais c'est possible. Ce qui est exclu, c'est de soumettre simultanément un même projet dans les deux appels d'offres. Ok, merci. Il y a une question, alors là, sur la structuration de cet appel d'offres avec la notion de sous-souscription. Est-ce qu'on peut l'expliciter avec la clause de compétitivité qui est liée à ça? Oui, donc le cas idéal pour parler d'un lot, comme exemple, ça serait qu'il y ait plus de projets que les 10 millions d'euros de budget qui sont disponibles. Et donc la concurrence
jouent, les moins, disons, sont attribués jusqu'à ce que le budget de 10 millions d'euros est épuisé. Si on passe par ce moyen des mises en concurrence, c'est que les régimes ici sont soumis aux règles en matière d'État de la part de l'Union européenne. Et ces règles insistent vraiment sur la concurrence, et donc c'est pour ça qu'on a une clause de compétitivité. Ça veut dire si le budget n'est pas rempli, donc on a seulement des offres, je dirais, pour 8 millions d'euros, cela veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'offres qui doivent être éliminées pour assurer que pas tout le monde s'aligne sur le montant maximal qu'on peut demander. Donc, voilà. Et ce montant pour cet appel d'offres a été fixé à 10% du nombre d'offres conformes qui, dans un cas comme ceci, seraient alors éliminées. Très bien, merci Claude pour cette précision. Une question aussi assez récurrente sur ce qui doit être fait de l'électricité qui ne serait pas autoconsommée. Donc, il faut qu'il y ait une partie autoconsommée, mais il peut y avoir un surplus qui serait réinjecté. Et la question qui est posée, il y en a plusieurs, mais en gros, c'est est-ce qu'on peut faire des contrats d'injection? À qui peut-on revendre cette électricité et à quel prix ce surplus d'électricité peut être revendu? Donc, le surplus d'électricité peut être vendu et il peut et doit être vendu sur le marché. Donc, on ne peut pas, pour ce surplus, si on bénéficie ici d'une aide à l'investissement, on ne peut pas demander un tarif garanti ou un contrat de prime de marché pour le surplus. Mais l'électricité doit être vendue sur le marché et c'est aux soumissionnaires de trouver alors un mandataire qui le fait pour eux, respectivement, s'ils sont en droit d'agir sur le marché de l'électricité, de le faire eux-mêmes. Mais normalement, il faut trouver alors un mandataire qui revend l'électricité sur le marché de l'électricité. Est-ce que par défaut, c'est le gestionnaire de réseau auquel l'installation est connectée qui rachètera l'électricité au tarif spot, au prix du marché au moment où cette électricité sera injectée? Non, là, il n'y a D'accord. pas de règle par défaut. Entendu, merci. Alors ça, c'est à peu près la même question. Peut-on prévoir un contrat de réinjection pour le surplus d'énergie qui n'est pas autoconsommé sur le site? À qui la revend-on? Mais c'est ce qu'on vient d'aborder. Ah oui, la question de savoir, il est demandé de fournir un certificat de droit d'utilisation du site d'implantation. Et cette question revient aussi fréquemment. Qui doit fournir cette autorisation? Est-ce qu'il suffit d'avoir l'autorisation du propriétaire du site ou est-ce qu'il faut également une autorisation de la commune? Non, il ne faut pas d'autorisation de la commune. L'appel d'offres est formulé ainsi qu'on peut participer sans avoir l'autorisation de ce qui serait une autorisation de bâtir, de construire. Pour le site d'implantation, si on est propriétaire, normalement un extrait cadastral suffit. Si on n'est pas propriétaire, généralement, c'est le contrat de bail qui doit être fourni pour démontrer qu'il y a une relation qui attribue le droit d'utiliser la toiture. Les différentes options et l'option choisie sont aussi définies dans l'Excel description du projet. Donc là aussi, vous pouvez avoir une liste avec les différentes options, donc comme la copie du contrat de bail. Ok, merci. Ah oui, alors une question effectivement critique là, la question de savoir, il ne faut pas commencer les travaux avant de soumettre la candidature, mais est-ce qu'il est possible de signer une offre avant? Peut-être pour Sophie. Non, donc là, la formulation exacte, c'est aucun engagement contraignant, et c'est-à-dire aucune signature d'un devis ou d'un contrat quelconque. Peut être conclu avant d'avoir déposé l'offre. Ok, merci.
Alors, une question aussi sur, du coup, sur le principal critère de sélection des offres et de classement de ces offres. On nous demande une confirmation que finalement, le principal critère, c'est le montant de subside en euros par kilowatt-peak sollicité. Est-ce que c'est bien c'est sur ce critère principal que les offres vont être comparées? Oui, c'est le critère principal pour l'attribution et en fait le seul. Tous les autres éléments sont considérés pour déterminer si l'offre est conforme. Donc, par exemple, le fait de n'être pas, bien sûr, une entreprise en difficulté, le droit d'utiliser le site d'implantation, tout ça détermine l'éligibilité et la conformité de l'offre. Et puis, pour les offres conformes, le euro en kilowatt-peak, c'est le seul critère. Merci Claude. Je pense que ça répond du coup aussi à une autre question qui était posée de savoir si le niveau d'autoconsommation de l'entreprise pouvait jouer sur son classement en réponse à l'appel d'offres. Et du coup, cette réponse confirme bien que non. C'est pas en fonction du niveau d'autoconsommation. Il faut qu'il y ait de l'autoconsommation, mais ça va pas être le critère discriminant entre les différentes offres. Ça va être bien la quantité le montant de subside sollicité par kilowatt-crête. Oui. Il n'y a pas de seuil d'une quantité autoconsommée qui est fixée, justement aussi parce que toutes les, je dirais, possibilités de la loi électricité oui, sont possibles, donc c'est parfois difficile à dire et donc il n'y a pas de seuil d'autoconsommation. Merci. Je reviens peut-être sur le point qu'on a évoqué avec Sophie un peu plus tôt sur la question de l'engagement, pour du coup rappeler également aux entreprises qui nous écoutent que donc il est effectivement il ne faut surtout pas engager le projet avant d'avoir soumis votre réponse à l'appel à projet. Cependant, vous pouvez ensuite engager le projet dès que vous avez soumis votre réponse à l'appel à projet sans nécessairement attendre l'attribution des aides. Ça c'est autorisé. Simplement, vous serez dans une période de risque, du coup, entre ce moment où vous aurez soumis votre demande d'aide, répondu à l'appel à projet. Si vous engagez les coûts avant d'avoir la réponse, le risque, c'est de devoir supporter le projet seul si jamais la réponse est négative. Néanmoins, c'est autorisé. Donc, en termes de maîtrise de l'agenda, vous savez que la date critique pour vous, c'est d'avoir soumis votre réponse à l'appel à projet avant d'engager quoi que ce soit. Et si vous voulez être sûr d'avoir une aide, et dans ce cas, il faut attendre la date limite d'octroi de réponse à l'appel à projet, qui est donc 3 mois après la clôture, donc 3 mois après le 28 février. Alors, je parcours, je ne sais pas si j'ai manqué d'autres questions. Moi, je vois encore une question qui a été déjà posée la semaine passée. Ça concerne si une ombrière, pour le dire ainsi, au-dessus d'un silo chez un agriculteur, ça sera vraiment considéré comme une ombrière. Ça nécessite une concertation, donc ça sera répondu dans le FAQ. Oui, qu'on conseille généralement de consulter de temps à autre pour voir s'il y a des nouveautés. Alors, il y avait aussi quand même quelques questions récurrentes sur les études statiques sur l'importance des toits et donc les coûts de ces études pour étudier si les toits sont assez solides ou pas pour accueillir des panneaux photovoltaïques et potentiellement du coup les coûts de renforcement de ces toits si ceux-ci n'étaient pas déjà suffisamment avec une portance suffisante pour supporter les panneaux. Est-ce que les coûts d'études comme de renforcement de la toiture pourraient être éligibles dans le cadre de cet appel d'offres? Oui, les coûts pour les études ne peuvent pas être éligibles dans le cadre de cet appel d'offres, mais pourraient très bien faire l'objet d'une demande d'aide dans un autre
pour un autre régime, comme par exemple le Fit for Sustainability. Je pense que là aussi, Lux Innovation peut très bien supporter les entreprises dans la décision pour trouver la meilleure solution pour eux. Et en revanche, a priori, les coûts de renforcement de toiture, ça, c'est pas des coûts qui sont éligibles dans cet appel à projet. Il y a les coûts des éléments de portage du photovoltaïque, oui, mais pas forcément des coûts de travaux de réfection de toiture. Non, ce n'est pas vraiment prévu dans cet appel à projet. Et aussi, sachant que si on a un projet maintenant avec des coûts vraiment très élevés, que l'aide demandée est toujours en concurrence avec des projets peut-être, qui ont des coûts beaucoup moins élevés. Donc, là aussi, il faut penser lors de la soumission d'une offre, à bien se mettre en tête qu'il s'agit d'une mise en concurrence et qu'il faut mettre une offre qui est, plus concurrentielle que les autres. Donc, quand on soumet un projet vraiment à coût très élevé, c'est difficile, de se trouver parmi les projets choisis. Alors, dans cet ordre un petit peu d'idées, il y a une autre question aussi qui était indirectement abordée dans la présentation, mais qui mérite peut-être une précision. C'est la question de les réponses à l'appel d'offres fournies par les entreprises vont être basées sur des devis. Si dans la mise en œuvre, finalement, les coûts réels sont inférieurs à ces devis, certains posent la question de savoir finalement qu'est-ce qui est maintenu. Est-ce que c'est le montant d'aide qui aura été accordé et demandé, ou est-ce que c'est le taux d'aide qui aura été demandé et accordé qui seront appliqués? Je ne sais pas si tu veux répondre. Sophie, je peux répondre également, mais si la question est claire ou pas. Oui, donc les taux et les montants d'aide qui sont repris dans la décision d'octroi d'aide ne peuvent jamais être dépassés. Donc si maintenant on a une première offre avec un montant X et puis après on se retrouve avec une facture réelle qui dépasse de loin ce montant X, on n'a jamais droit à recevoir plus que ce qu'on a demandé et ce qui a été octroyé. Si Merci. répond à la question. Oui, je pense que c'est ça l'idée en fait, hein, c'est que du coup, si vous dépensez, l'aide qui sera effectivement attribuée, ce sera le taux appliqué à la dépense effective si elle est inférieure à ce qui avait été budgété initialement. Donc le montant sera adapté à la dépense réelle. Une question également sur la possibilité d'inclure le stockage de l'énergie, et puis généralement sur l'ensemble des coûts éligibles en fait qui sont bien prévus dans cet appel à projet. Oui, le stockage est éligible aussi. On peut le préciser, également dans la description du projet, dans le modèle fourni. Il y a juste un critère pour les niveaux du stockage à remplir. Donc ce stockage ne peut pas excéder 1 kWh par kilowatt-peak de la centrale installée. Donc on ne peut pas avoir un stockage, excessif. Sur des montants, ouais. Merci Sophie. Alors, j'ai des questions dans l'onglet questions, dans l'onglet chat, donc j'essaie de ne pas en rater. Si vous envoyez Sophie ou Claude que je n'aurais pas relayé, n'hésitez pas à les prendre. Je regarde un petit peu. Il y a une qui est revenue, me semble-t-il, le niveau d'autoconsommation est un critère de sélection. Non, ce n'est pas un critère. Et pour le reste, je suis aussi en train de regarder. Ah oui. Oui, alors là, je pense que la réponse, je vois une question qui est pour un même projet, est-ce qu'on peut soumettre plusieurs offres? Une dans laquelle on sollicite 60% d'aide, l'autre dans laquelle on sollicite 50%, et la troisième dans laquelle on sollicite 40%. Je peux vous laisser répondre, mais je pense que non. Sophie, peut-être? Oui, donc c'est une demande par site d'implantation, une demande par centrale. Donc on ne peut pas juste soumettre 100 demandes via mail guichet en se disant il y aura certainement Il y au en a moins bien une qui sera retenue. Non, désolé, c'est pas possible.
Oui, après, il y a beaucoup de questions, mais la plupart ont été abordées. Est-ce que si la demande n'est pas retenue, décision plus tard 3 mois après le dépôt des offres, la réalisation a déjà commencé? Ah, d'accord. Si la demande n'est pas retenue, mais que la réalisation du projet a déjà commencé, entre la date de soumission et la date de réponse négative, est-ce qu'on peut encore rentrer dans un tarif d'injection garanti ou bénéficier d'une autre aide? Là, par contre, je ne crois pas. Hein. Est-ce que vous souhaitez intervenir, Claude ou Sophie? Le projet ayant déjà commencé, l'effet incitatif sera peut-être difficile à démontrer. C'est-à-dire que vous pouvez soumettre une demande dans cet appel à projet, attendre la réponse. Si elle est négative, soumettre votre projet dans un autre régime d'aide, mais sans avoir commencé le projet. C'est un cas spécifique qui je préfère clarifier à tête reposée, je dirais. Là, intuitivement, je dirais qu'il y a cette question de l'effet incitatif de l'aide qui fait qu'il faut avoir demandé une aide avant d'engager les coûts, quelle que soit l'aide d'État. Et certes, il y aura une aide qui aura été demandée dans le cadre de cet appel à projet qui aura été non obtenue, mais pour autant, on aurait engagé le projet sans forcément avoir déjà demandé l'aide alternative. Mais bon, c'est peut-être à préciser effectivement à l'issue de ce call. Comme pour la plupart, s'il y a d'autres questions qui n'ont pas eu de réponse aujourd'hui ou qui apparaissent après coup, comme on vous l'a indiqué dans la présentation, vous avez le contact de l'X Innovation. Et bien sûr, on continue à prendre les questions après ce webinaire et à essayer d'y apporter les réponses les plus précises, soit en direct, soit en consultation avec le ministère. Du coup, je pense que pour aujourd'hui, sauf si vous en voyez d'autres, on a fait le tour des questions. J'en vois encore une que je voulais d'ailleurs clarifier, mais j'ai oublié. Les questions d'ordre général pour moi sont répondues, mais il y a encore une question, une liste des mandataires qui peut faire une offre pour le surplus. Donc, en principe, ce sont les acteurs au Luxembourg qui sont des fournisseurs, donc qui ont le droit d'agir sur le marché de l'électricité. Et je dois vérifier si je suis dans le bon onglet. Je mets le lien vers le site du régulateur où il y a une liste avec tous les fournisseurs qui sont actifs ou théoriquement actifs au Luxembourg. Merci Claude. Oui, vous trouverez, Claude vient de mettre le lien là dans le chat pour le coup. Pas dans la partie. Oui, voilà, je l'ai mis dans le chat. Peut-être encore une précision. Pour les liens qui sont sur le dernier ou avant-dernier slide, les 3 derniers liens sont en relation avec les régulateurs aussi. C'est des documents qui peuvent aider dans la compréhension, respectivement la mise en pratique d'une autoconsommation collective, respectivement d'une communauté d'énergie. Écoutez, parfait. Un grand merci Claude Clément, Sophie Cléquer pour votre intervention et pour les réponses que vous avez déjà pu apporter en live. Merci à toutes et à tous de vous être connectés, d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura apporté les informations que vous attendiez. Et encore une fois, il y aura un replay du webinaire. Les slides seront mis en ligne sur le site de l'X Innovation et nous-mêmes restons à votre disposition pour toute question pendant cet appel à projet qui, pour rappel, est ouvert encore jusqu'au 28 février 2023. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, au revoir.